Nous sommes avec Amir Reza Tofigui, qui est le président de la FEDESAP et aussi président de Vitalliance. Bonjour Amir. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être votre parcours, présenter la fédération, puis présenter Vitalliance? Bien sûr. Alors, donc moi, j'ai cofondé Vitalliance, qui est une structure de maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, donc personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Vitalliance emploie aujourd'hui plus de 5000 collaborateurs dans toute la France. Et on prend en charge toute personne en situation de handicap ou personne âgée qui veut continuer à vivre à domicile. Et donc, la FEDESAP, c'est la première fédération d'acteurs du service à la personne et notamment donc des structures de maintien à domicile, mais aussi de la garde d'enfants et tous les acteurs on va dire, du confort, donc ça veut dire ménage, repassage, tout ça. On a plus de 3000 adhérents et 100 000 salariés travaillant dans nos structures adhérentes. D'accord. Pour commencer, comment est-ce que vous décririez le secteur du maintien à domicile à l'heure actuelle? Alors, le secteur du maintien à domicile, c'est un secteur déjà historiquement qui était associatif et qui, avec le temps, aujourd'hui est plutôt, on va dire, moitié-moitié association, moitié privée. C'est un secteur qui est économiquement très difficile. Et c'est la problématique qui se pose aujourd'hui. C'est que les moyens nécessaires aujourd'hui pour permettre aux personnes de bien vivre à domicile, les personnes dépendantes de bien vivre à domicile, ne sont pas mises dans le domicile. Très concrètement, on parle aujourd'hui toujours de santé, d'EHPAD, et on oublie toujours le domicile. Je vais vous donner un exemple. On a fait le Ségur de la santé. Et on a permis de revaloriser les salariés dans le domaine médical, on a permis de revaloriser les salariés des EHPAD, mais on a complètement oublié le domicile. Un autre exemple, c'est que dans le PLFSS, donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2021, donc celui qui était en septembre 2020, 1,2 milliard était mis pour les EHPAD, il y avait zéro pour le domicile. Alors qu'on parle des mêmes personnes, au final, des mêmes personnes qui sont prises en charge. 0 € pour le domicile. On a dû se battre pour avoir 150 millions de la part du gouvernement quand il y avait quasiment 10 fois plus pour les EHPAD. Et pourquoi? Parce que le secteur du domicile aujourd'hui est toujours l'oublié des politiques. On a tendance à toujours parler de l'établissement, de l'EHPAD, de l'hôpital, mais jamais de la prise en charge à domicile. Et aujourd'hui, donc c'est notre combat au sein de la fédération, c'est de mettre en avant le domicile, parce que 95% des Français veulent vieillir à domicile. Et donc c'est important que le domicile soit la priorité des pouvoirs publics. Comment est-ce qu'on explique que d'un côté, 85%, donc la vaste majorité des personnes veulent rester à domicile, et qu'on a cette situation que le domicile est oublié? Je pense qu'il y a plein de raisons. La première, c'est qu'on est un secteur qui est plus jeune, on va dire. Ça veut dire que, contrairement aux EHPAD, contrairement aux hôpitaux, tous ces grands secteurs, nous, on est beaucoup de petites entreprises, beaucoup de petites associations. Donc, on est moins visible. D'accord. Et on est encore plus moins visible parce que, contrairement à un EHPAD qui a un établissement où tout le monde est sur un lieu donné, nous, on est diffus dans tout le territoire. Ce qui, du coup, est une force parce que, très concrètement, on intervient partout, on emploie des salariés partout. Et c'est aussi une faiblesse parce que, du coup, on est moins visible parce qu'on n'a pas un endroit fixe où il y a tout le monde qui vient. Et donc, en termes d'affichage, on pourrait dire, voilà, ici, il y a 300 salariés qui travaillent. Et peut-être que notre secteur, aujourd'hui, n'a pas encore réussi à être assez visible par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a beau montrer que nos structures sont en difficulté financière, qu'on ne peut plus répondre à la demande et qu'il y a des vrais problèmes qui vont se poser pour la prise en charge des personnes à domicile, on a beau le montrer, on a beau, et même l'État a beau faire des études en montrant que aujourd'hui les structures sont en grave difficulté financière et que le financement du secteur est bien en deçà de ce qu'il faudrait, rien ne change. C'est assez incroyable, mais rien ne change. Alors en fait, la lumière apparaît, puisqu'en fait, il va y avoir une loi du grand âge. Alors, très bonne remarque. Il devait y avoir une loi du grand âge. Cette fameuse loi que Hollande nous avait promis, Sarkozy nous avait promis, Macron, qui ne l'avait pas promis, se l'a approprié durant son mandat. Et on a eu pendant le Covid la création de la 5e branche de la sécurité sociale. Donc pour la faire très simple, aujourd'hui, on avait 4 branches, donc 4 risques, on va dire 4 grands risques qui étaient pris en charge par la solidarité nationale. Donc
tout ce qui est maladie, tout ce qui est accident de travail, tout ce qui est retraite et tout ce qui est famille. Et il devait y avoir un cinquième qui était la perte d'autonomie. Cette cinquième branche a été créée, mais aujourd'hui, c'est une coquille vide. Ça veut dire que tous les financements existants vont bien évidemment transiter par la nouvelle caisse, par la nouvelle branche, pilotée par la CSA. Mais les nouveaux financements nécessaires qu'on a évalués on a évalué, mais tout le monde les a évalués, même l'État, à travers la mission le rapport Libault, a évalué entre 5 et 10 milliards par an aujourd'hui, et pas dans 20 ou 30 ans quand les besoins vont augmenter, quand la démographie va impacter les besoins. Mais juste à aujourd'hui, on a besoin de 5 à 10 milliards. Aujourd'hui, il y a zéro. Et comme je vous disais tout à l'heure, on donne 150 millions pour le domicile. Qu'est-ce que 150 millions quand les besoins sont autour de 10 milliards? Donc, très concrètement, cette loi qui devait arriver aujourd'hui, on a une cinquième branche qui est, j'ai envie de dire, une coquille un peu vide, avec aucun financement supplémentaire, parce que le président de la République et la ministre en charge des personnes, la ministre en charge de la perte d'autonomie l'ont dit, la loi n'arrivera plus, parce qu'ils ont promis une loi pour après la crise sanitaire. Bon, il faut pas se mentir, ce n'est pas en septembre ou octobre, à quelques mois d'une élection présidentielle, qu'on va avoir une grande loi. Et si je vous titille un peu, qu'est-ce qui empêche le secteur d'augmenter les salaires et donc de générer un reste à charge plus important pour les familles? La capacité des familles à financer ce reste à charge. Aujourd'hui, c'est une charge importante pour les personnes, évidemment, le maintien à domicile, parce que ce n'est pas que l'aide à domicile. Il va y avoir d'autres coûts qui vont apparaître. Adapter le logement et tous les coûts inhérents à une perte d'autonomie. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de financement. Mais aujourd'hui, si on voulait augmenter, par exemple, le salaire de 10 ou 15%, ce qui serait nécessaire aujourd'hui, on devrait augmenter les salaires de 10 ou 15% pour pouvoir payer décemment des salariés qui ont besoin d'être diplômés, qui sont diplômés aujourd'hui et qui prennent en charge des personnes dépendantes à domicile avec toutes les particularités que cela nécessite. Si on voulait augmenter de 10 ou 15%, et donc nos études l'ont montré, il faudrait augmenter les taux, les prix facturés de 5, 6 ou 7 euros. Et si on veut vraiment, aujourd'hui, pouvoir avoir une réelle... faire notre métier tel qu'on aimerait le faire, bien payer nos salariés, mais également sortir un peu du système D qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, notre secteur tient parce que c'est un peu la débrouille, parce que les gens, finalement, sont là à faire des astreintes alors qu'ils ne devraient pas le faire. On est là à réussir à chaque fois avec des bouts de ficelle à gérer. Mais si on voulait vraiment faire le métier décemment, on devra avoir des prix autour de 30 euros. La FEDESAP a fait une enquête avec un grand cabinet. L'État l'a montré aussi, en disant que juste le coût aujourd'hui, alors le coût il y a 4 ans exactement, si l'État avait fait une étude il y a 4 ans, le coût d'une heure d'aide à domicile, c'était 24 euros. Alors qu'aujourd'hui, les taux de prise en charge sont autour de 20 euros. On parle du coût aujourd'hui. Imaginez si demain on devait augmenter le taux de prise en charge, si on devait suivre toutes les obligations de qualité qu'on a supplémentaires. 30 euros, ça veut dire 10 euros par rapport aujourd'hui de reste à charge par heure à un client. Ce qui veut dire que pour une personne chez qui on intervient, par exemple, 80 heures par mois, cela voudrait dire 800 euros de reste à charge par mois. Aujourd'hui, ces personnes nous font comprendre qu'elles n'ont pas les moyens pour assumer ce reste à charge. Et donc, aujourd'hui, notre point, c'est de dire, si le choix des Français est de vieillir à domicile, si le choix de la société est de permettre que la perte d'autonomie soit au maximum assumée à domicile et que l'EHPAD soit l'exception, il faut réfléchir les financements, il faut faire en sorte que les financements soient alloués sur le domicile et qu'on permette à nos structures de bien payer nos salariés et de bien faire notre métier. D'accord. Qui plus est, comme vous l'avez dit peut-être au tout début ou en préparant, je ne sais plus, il y a des disparités entre les départements au niveau du financement de l'aide à domicile. Bien sûr. La deuxième difficulté qu'on a, c'est que le taux de prise en charge ne sont pas les mêmes dans chaque département. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans l'Isère est un département qui est très volontariste. L'Isère finance à un juste prix. Parce qu'ils vont, en fonction des cas, en fonction de la pathologie du client, en fonction du lieu d'intervention, en fonction de tous ces critères, du dimanche ou de la nuit, ils vont majorer le tarif horaire pour que la structure puisse intervenir, bien payer ses salariés, parce qu'en échange, ils nous demandent de mieux payer nos salariés,
ils nous demandent des obligations de qualité supplémentaires. Mais nous, on ne demande que ça. On ne demande que à mieux payer nos salariés et avoir des obligations de qualité supplémentaires tant qu'on donne les moyens. L'ISER est un bon exemple. Mais je vais vous donner un autre exemple en face. Quand l'ISER nous paye, par exemple, jusqu'à 28 ou 30 euros par heure pour une personne en situation de handicap fort, le Finistère nous donne 17,77 €, donc 12 euros de moins par heure pour une personne fortement handicapée. Et alors, on va aller plus loin que ça. Vous avez entendu parler de la prime Covid pour tous les salariés des EHPAD et du domicile. La prime Covid a dû être prise en charge par les départements à moitié et par l'État à l'autre moitié. Un département comme le Finistère a choisi volontairement de verser la prime que à certaines structures, donc que à des structures qui étaient habilitées à l'aide sociale, donc des structures qui avaient un contrat avec le département, et pas à toutes les autres structures commerciales. Donc aujourd'hui, le département du Finistère a choisi délibérément de dire on a une partie des salariés du département qui méritent cette prime, et tous les autres qui déjà travaillent dans des structures qui ont des taux de prise en charge beaucoup moins élevés. Donc ça veut dire que déjà, il y a, on va dire, une difficulté pour ces structures de bien valoriser leurs salariés parce qu'ils reçoivent moins par rapport à d'autres structures. Parce qu'au sein d'un même département, les taux de prise en charge ne vont pas être les mêmes. C'est ça, d'accord. En plus, la prime Covid, il ne faut pas la toucher. Imaginez le mépris pour toutes ces personnes qui, pendant le premier confinement, pendant que tous ces politiques étaient chez eux parce qu'il fallait être protégés, toutes ces personnes qui, par contre, eux, étaient sur le terrain, parce qu'il fallait s'occuper des personnes dépendantes à domicile et qu'elles n'avaient pas le choix, ils ne méritaient pas cette prime parce qu'ils ne travaillaient pas dans la bonne structure qui était en lien avec le département. Et c'est ça aujourd'hui, on doit sortir de ça aujourd'hui. L'État doit reprendre la main. Alors donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait, pour que le système soit uniforme sur la France, en fait, il faut reprendre les compétences ou le financement départemental et le remettre au niveau national. Exactement. Il faut que l'État fixe les règles en termes de financement. Le rôle du département, ce n'est pas d'être juge, arbitre, payeur, décideur. Le rôle du département, c'est l'acteur de proximité avec les bénéficiaires. Donc, c'est lui qui peut conseiller les bénéficiaires, c'est lui qui peut être l'acteur de proximité, mais ce n'est pas à lui de décider des règles de financement aujourd'hui. Ensuite, que le département dise les particularités de mon département font que je veux financer plus lorsque vous intervenez dans une zone très reculée parce que peut-être qu'il y a de la montagne et que c'est moi qui va investir en plus pour aider par rapport à cette particularité départementale, on l'entend. Par contre, de dire qu'une personne en situation de handicap, dans une ville comme Brest, par exemple, normal, elle n'a pas le même taux de prise en charge entre deux structures différentes, ce n'est pas normal. Et le département ne devrait pas avoir ce pouvoir de décider de donner plus à certaines structures que d'autres. L'État doit fixer les règles en termes de financement, l'État doit fixer les règles en termes de régulation, le département doit les appliquer et être l'acteur de lien social avec les clients et pouvoir, si besoin, surfinancer pour des politiques, des missions d'intérêt général, tant qu'elles sont à destination de toutes les structures. Si je vous provoque un petit peu, bon, je suis un gentil, donc si je vous provoque un petit peu gentiment, ce financement qu'on demande pour les personnes âgées, certains vont vous dire, mais c'est les générations les seniors d'aujourd'hui, ceux qui vont arriver sont les plus aisés. Pourquoi est-ce que c'est à la collectivité, notamment aux jeunes, à financer l'ensemble de ce système-là et que ce n'est pas, comme un chercheur du CNRS dans une autre entretien me dit, non, c'est les retraités à financer leur dépendance entre eux. Comment est-ce que vous voyez le sujet? Alors, c'est toujours un peu glissant de commencer à parler de… Sujet hyper glissant, oui, bien sûr. Ouais, mais si je vais donner mon opinion sur ce point-là, c'est que, premièrement, on a de l'impôt qui peut toucher aussi les personnes, les retraités. Ouais, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, moi, personnellement, et bon, j'espère que je ne vais pas avoir des manifestants devant chez moi, mais dire que le taux de CSG des retraités soit aligné sur le taux de CSG des actifs pour financer la dépendance me paraît, par exemple, quelque chose qui pourrait être entendu, parce que c'est justement pour l'avenir de ces personnes qui, un jour, vont passer de retraités à dépendants, que cette hausse de CSG serait affectée. Donc là, par exemple, vous toucherez les retraités. Après, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que là, on dépasse presque notre rôle, nous, d'acteurs économiques sur ce choix de société. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de dire finalement est-ce que c'est l'actif, le jeune, l'entreprise qui doit payer. Ce que nous, on dit, c'est on pense qu'il faut
avoir un financement qui est en lien avec la solidarité nationale, qui ne doit pas dépendre plus du travail, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs économiques, on sait que le travail est fortement taxé. Donc, il doit être le plus, on va dire, l'assiette la plus large. On rappelle que la dépendance touche tout le monde, parce que c'est peut-être pas les actifs, mais c'est les parents des actifs, c'est les grands-parents des actifs, voire les enfants des actifs quand on parle de personnes en situation de handicap. Et que si on prend une assiette large, si on arrive parfois à cibler, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une CSG pour les retraités et tout, l'effort, il est pas aussi impactant que ce qu'on pourrait penser face à l'évolution qu'on propose. Parce que ce qu'on propose, c'est de changer de modèle de société en termes de prise en charge à domicile. On propose vraiment d'avoir une prise en charge qui soit beaucoup plus performante qu'aujourd'hui et qui permette à ces personnes-là de bien vivre et beaucoup plus longtemps à domicile, euh, chose qu'on ne pourra plus faire dans quelques années parce que le modèle ne va plus tenir. Alors, justement, c'est là que je voulais en venir également. Si on ne change rien, avec l'arrivée des baby-boomers vers horizon 2025-2027, dans ces tranches d'âge-là, il se passe quoi? En fait, il y a des seniors qui restent seuls chez eux, on ne peut plus s'en occuper, il n'y a plus de recrutement. Il se passerait quoi si aucune réforme n'est réalisée et assez rapidement? Parce qu'il faut former les gens et tout. Exactement. Premièrement, on ne peut plus servir tous nos clients. Ça veut dire qu'on va avoir des clients à qui on va dire bah, on n'arrive pas à intervenir tous les jours chez vous. Parfois, il va y avoir de l'absence parce qu'on n'arrivera pas à remplacer, on n'arrivera pas à fidéliser. On va avoir des personnes qui vont se retrouver seules chez elles, parfois, alors on doit être là pour les lever. On va avoir parfois des personnes qui ne vont pas manger pendant une journée parce qu'il n'y aura personne pour venir les nourrir. On va avoir des salariés qui vont être en souffrance psychologique parce qu'elles seront pas bien payées, mais en plus, elles auront, au-delà du salaire, parce que ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est aussi une question de conditions de travail au global. Comment on les forme, comment on les accompagne, comment on arrive à rendre le travail moins pénible. Et ça, c'est au-delà du salaire. On ne pourra pas faire tout ça. Donc, on va avoir de l'absentéisme, de la souffrance au travail, de la difficulté à recruter, donc de la difficulté à intervenir chez les clients, donc des clients où il n'y aura personne chez elles, donc des personnes qui ne pourront pas manger pendant un jour, des personnes qui vont se retrouver seules. Donc, on va avoir en gros une fracture dans la prise en charge à domicile. Et qu'est-ce qui va se passer demain? On va se dire, on ne peut plus rester à domicile. Donc, on doit refaire une politique d'hospitalisation, de mise en EHPAD. Et donc, c'est les EHPAD, c'est les hôpitaux qui vont se retrouver de nouveau submergés. Ça, c'est le premier point qui est important. Et le deuxième point, c'est qu'on va casser un tissu économique aujourd'hui. Comment on va avoir des structures qui vont survivre? Des structures qui emploient partout. Parce qu'aujourd'hui, on crée de l'emploi non délocalisable. Partout, et on sait embaucher des personnes non formées, non diplômées, car on les forme et on les diplôme. Donc, on est aujourd'hui aussi une solution aux problématiques d'emploi, aux problématiques des territoires. Parce qu'on emploie partout, dans tous les départements, et dans les zones rurales ou dans les zones urbaines. Donc, il va y avoir une souffrance psychologique, il va y avoir des clients, des bénéficiaires, des personnes dépendantes qui vont plus pouvoir vivre à domicile ou qui vont avoir des manquements graves dans leur prise en charge. Et en plus, on va avoir des dégâts économiques, de l'emploi qui ne va pas être créé, qu'on pourrait créer, et des entreprises qui ne pourront plus continuer à survivre ou à se développer parce qu'ils n'auront plus les moyens. Donc là, on est face à un choix de société. Exactement. On est face à un choix de société et on est face à un choix de politique, d'avoir le courage de dire à un moment donné, OK, on a une grande loi à faire. C'est une loi qui n'est pas, qui n'est pas une loi de droite ou de gauche, qui est une loi qui aura euh, qui aura l'aval de tout le monde. Tout le monde sera partant pour cette loi. La seule vraie question, c'est d'avoir le courage de faire les choix politiques en termes de financement. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais tant qu'on ne le met pas sur la table, et tant qu'on l'évite, on ne va pas aller au fond du sujet. On l'a fait, le gouvernement l'a fait avec le Ségur de la santé. Maintenant, on demande que le laroque de l'autonomie que la ministre avait annoncé et qui a disparu, eh bien, on demande qu'il ait lieu, qui est ce grand laroque de l'autonomie qu'on peut appeler le Ségur du domicile, si la ministre préfère, ou le laroque de l'autonomie, qu'on fasse intervenir les représentants des entreprises, des associations, les syndicats de salariés, que tout le monde se mette autour de la table et qu'on dise comment on fait demain pour bien prendre en charge nos clients et bien payer nos salariés. Et ça va passer par une revalorisation des prises en charge, mais au bénéfice de toutes ces personnes qui prennent en charge nos parents et au bénéfice de nos parents qui auront une belle prise en charge demain. Si on parle des salariés, à part le salaire, quelles sont les différentes possibilités de revaloriser, enfin de, l'attractivité de ce métier?
Le salaire, bien évidemment, on en a parlé. Les formations, alors, comment les former sur des nouvelles pathologies, sur des compétences supplémentaires. Euh, Toutes les conditions annexes au salaire. Donc, je vais expliquer, par exemple, le taux d'indemnité kilométrique lorsqu'ils prennent leur voiture, euh, le paiement des trajets, à partir de quand on paye les trajets. Tout ça, on va dire, c'est l'amélioration des conditions de travail. Ça va être, par exemple, la prise en charge de frais supplémentaires, au-delà du salaire, des frais supplémentaires, téléphone portable, par exemple, je ne sais pas, avec le fonction, donc toutes ces choses-là qui pourraient aider, on va dire, en termes de conditions de travail. Mais ça peut aussi être tout ce qui vont être les heures non productives, entre guillemets, qui ne sont pas des heures chez le client, mais des heures de réunion, des heures de réunion avec leurs collègues, des heures d'animation, des heures avec l'équipe en agence pour mieux adapter la prise en charge. Ces heures-là, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de les faire parce que concrètement, quand on marge 10 ou 20 centimes à la fin par heure, comment on peut avoir des heures non facturées qui vont nous coûter 15 ou 20 euros par heure, alors que déjà on gagne 10 centimes par heure? C'est impossible. Demain, on doit pouvoir avoir pour un salarié une journée par semaine, une journée par mois, où elle est en agence et où elle va pouvoir parler de ses problématiques, où on va pouvoir travailler sur comment améliorer l'intervention chez le client, où elle va pouvoir être avec ses collègues pour aussi comprendre, apprendre de ses collègues. Parce que c'est un métier où on est seul aujourd'hui. Quand on est tout le temps en déplacement, quand on est tout le temps chez les clients et qu'on n'est jamais en agence, qu'on n'est jamais avec ses collègues, c'est difficile. Donc, même si la personne, elle a le même salaire au final, le simple fait que parfois, elle a ces temps de réunion, elle a ces temps d'animation, d'analyse des bonnes pratiques, d'échange, ça ne change pas son taux horaire, mais ça change sa pénibilité au travail. D'accord. Un mot de conclusion pour l'émission. Vous l'avez bien dit, donc je vais juste le répéter, mais on est face à un vrai choix de société. On est face à un vrai choix de société qui est celui de prendre en charge nos parents, nos enfants en situation de handicap, nos grands-parents à domicile, dans un contexte démographique qui va aujourd'hui être explosif. C'est un choix de société qui nécessite du courage politique, bien évidemment, et qui nécessite d'avoir un vrai débat au sein de la société sur comment on prend en charge ce coût. Mais les impacts positifs pour la société sont énormes. J'ai envie de dire, le politique qui fera cette réforme-là fait une réforme qui va avoir un impact sur les 30 prochaines années. Moi, j'appelle aujourd'hui tous les candidats à la présidentielle, parce que c'est plus dans ce mandat-là qu'on aura cette grande réforme, mais j'appelle tous les candidats à la présidentielle à avoir dans leur programme pour 2022 la prise en charge de la perte d'autonomie comme un point fort de leur programme. Et j'appelle également ce gouvernement à profiter des derniers mois qui lui restent avant 2022 pour passer des grandes mesures, sans avoir une grande loi, passer des grandes mesures qui permettront au secteur de continuer, malgré le contexte actuel qui est très difficile pour nous, parce que le Covid a été difficile à tenir, de continuer à intervenir avec de la bonne qualité chez nos clients. Par exemple, appliquer un tarif socle national dans tous les départements, que tous les départements puissent avoir un tarif socle national. Ça, c'est une grande loi. Ça, c'est pas une grande loi, c'est une grande réforme qui pourrait passer sans avoir cette grande loi de l'autonomie et qui permettrait déjà d'éliminer tous les écarts entre départements et qui permettrait à chaque personne d'avoir les mêmes droits en fonction de s'il vit dans le Finistère, dans l'Isère ou à Paris. Je pense que le gouvernement a la capacité de passer dès maintenant ces améliorations-là et que cette grande loi qu'on appelait, elle pourra être pour la prochaine mandature si on a déjà un gouvernement qui est prêt à jouer le jeu actuellement. J'espère que votre message sera entendu. Merci Amir Reza Tofighi. Je rappelle que vous êtes président de la FEDESAP et président de Vitalliance, du réseau Vitalliance. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne fin de journée.